It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Murders and Wine. with Sarah and Charlotte. woo, your Podcast préféré. Ou de- pas. Oui, N'oublie pas. désolé, ou pas. Mais c'est sûrement ou pas, hein, parce que... Le sûrement ou pas. Oompa loompa, Ba doobity-doo. I've got the latest podcast for you. Sinon, on refait tout Je Charlie et la chocolaterie. Après, je m'arrête là, hein, je connais plus. Moi non plus. Et donc, bienvenue dans Des meurtres et du vin, votre podcast de true crime humoristique avec de l'humour peut-être problématique pour certains. Parfois. Voilà. Mais j'aime bien. moi. Mais c'est nous. Voilà. Ben, c'est comme ça. Vous avez tous des amitiés, j'espère, qui durent depuis Dysfonctionnel. totalement dysfonctionnelles, des choses que normalement on n'enregistrerait pas pour mettre dans le grand large Voilà. public. Mais nous, non, on a fait un choix. Nous, on a fait, ben pourquoi pas, je veux dire, 2024, 2025, c'est tellement une ère qui pardonne tout. C'est ça. Tout est- Bien sûr, on va le prochain MeToo. Voilà, tout est travers. C'est clair. Hashtag MeToo, après hashtag j'ai suivi Sarah. Hashtag des meurtres et du vin, le problème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il me tarde. Je sais pas, je suis pas sûre, je suis pas assez forte pour ça. Je suis trop Ouais, non, moi fragile. non plus, j'avoue, il me tarde pas. Voilà. Ok. Quoi de neuf, toi? Moi, j'étais en vacances. Ouais. Donc ça m'a fait du bien, c'est la seule période où je peux un peu partir en vacances et je suis allée à Minorque que j'ai adoré, Mhm. mais je me suis fait piquer par une méduse, ce que j'ai beaucoup moins adoré. Tu m'étonnes. Et si il y a des fans de Friends qui nous écoutent, l'épisode où Monica se fait piquer par une méduse, franchement, elle le surjoue pas du tout. Ça fait Ouais. mal de ouf. C'est horrible. Je conçois parce que je vois son pied où on dirait qu'elle a été, mais qu'elle a une c'est- psoriasis, C'est une brûlure. un truc horrible. Ouais, C'est j'avoue. une brûlure. Et du coup, voilà. Donc, vacances sympathiques. Bon, mais tant mieux. Et ce qui est drôle, c'est que donc, moi, j'avais pas été là avec des vacances avec Charlotte. Elle était à Minorque. Mais moi, une fois, j'ai été à Majorque. Et on a loué un bateau avec, on était 4, mon frère, ma belle-sœur, un pote. Et en fait, on loue ce bateau et les autres étaient un peu, ah, on va pas, voilà. Et moi, je plonge un moment dans je sais pas, dans un creek. Et j'étais trop contente. Et là, d'un coup, une fois que j'ai plongé, je regarde tout autour de moi et il y a des méduses de partout, mini. Et je crois qu'en sautant, mon corps a dû les repousser. Et du coup, je suis sortie de l'eau un peu à la dauphin, tu vois, En fait, tête en verticale, tête en première dans le bateau avec mon truc, tu sais, dans la bouche. Le tuba en train de hurler, donc personne comprenait. Il devait croire en requin. Et j'arrive, les pieds en haut, le cul dans l'air, en fait, etc. En disant, il y avait 40 000 méduses. Ah, mais c'est horrible. Mais j'ai réussi à pas me faire piquer. C'est horrible. Et le truc, c'est que là, moi, je sors, je hurle. Et là, mon mec fait quoi? Et j'étais tellement énervée qu'ils comprennent pas de suite parce qu'on on avait vu deux petites méduses, donc il aurait dû deviner que je hurle pas pour rien, quoi. Mais non, c'était horrible. Bon. C'était la fois où t'étais partie avec Nick et tout. C'est ça. Je me souviens, ouais. Ouais, Excellent. C'était une bonne. Et en plus, les méduses, excusez-moi, là, ça va être un épisode nature et découverte, mais les méduses, autant les poissons, tu nages un peu, ils font, oh putain de taillot. Les méduses, elles font, qu'est-ce que tu fais là? Wesh, c'est chez moi ici, tu sais. Elles viennent Elles vers disent toi. wesh. Elles disent wesh. Elles disent bouh. Mais c'est pareil. Mais du coup, elles viennent vers toi. T'es là, wow, excuse-moi, Ouais, elles sont un peu chez elles ont raison quelque part. I come as a friend. Bitch. No, you're not. T'es pas leur ami, hein. I Tu les was. fais pas- non. J'étais très respectueuse, putain. Non. C'est peut-être parce que je recommence à manger du poisson. Ah, c'est ça. Pescétarien, blau. C'est ça. Donc voilà. Écoute, donc moi dans ma vie, je suis pas en vacances, justement tout le contraire. Mais j'ai encore eu plusieurs accidents de voiture. Plusieurs. Alors oui, What? je te l'ai pas dit parce que c'est pour le podcast, je l'ai gardé. Alors comme vous le savez tous, je suis une as de la route. Donc il y a la première où j'ai eu cette voiture pendant. En fait, cette nouvelle voiture, je l'ai depuis octobre. La première semaine, pour les auditeurs qui sont là souvent, se souviennent que dans la première semaine, je suis rentrée dans une voiture d'auto-école d'une fille qui avait passé son examen. Que t'as jamais osé envoyer un message. C'est ça. J'ai eu quelques
minuscule incident, mais là, j'ai fait forte. En fait, on est parti en week-end. Avant de partir, donc, je me suis mise dans un, tu sais, les trucs de lavage auto, là, automatique. La Machine, là, qui te passe au-dessus. Et en fait, je sentais bien que je sais pas exactement dans la, tu sais, quand tu passes le Oui, mais bon, moi, tu sais, très insouciante, j'y vais quand même. Le truc, il fait, et puis il rotule. Et là, c'est là, genre, appeler un opérateur. Enfin, le truc, je l'ai cassé. Ah, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et ça s'est reculé, mais en fait, ça avait enlevé mon pare-choc de devant. Oh, Donc, mais là, je partais en week-end, donc j'avais pas le temps de m'en occuper. it's okay. Donc, on part en week-end, on arrive à Cassis et on avait, avec l'appartement qu'on avait loué, un stationnement, sauf que, en fait, les stationnements étaient un peu bancals. Mais je me suis mise en endroit, je me dis, pouf, si une autre voiture se garde derrière moi et un sur le côté, je suis un peu dans la merde. Devine? Bah, t'es à Cassis, meuf. Voilà. Donc, quand je suis revenue, plein pot. Et en fait, en essayant de la sortir avec un, tu sais, tournure à 3 points, mais en fait, en 50 points, je l'ai rayé, j'ai bâtardisé le truc. Enfin bref, je l'ai complètement niqué. Donc, j'ai le pare-choc avant à changer en dessous. Alors, mais ce qui est très drôle, c'est qu'on monte dans la voiture et mes copines avec qui j'étais me disent, mais t'es hyper bas, on dirait un enfant, parce que je suis pas très grande et la voiture est assez grande. Je dis, ouais, franchement, je sais, j'ai l'impression, je tiens le volant au-dessous de ma tête. Enfin, j'ai vachement de mal à voir. Et en fait, on m'a dit, mais t'as pas pensé à monter le siège? Oh mon Dieu, Sarah. Oui, c'est exactement ça. Donc, quelques jours plus tard, en rentrant, je monte le siège et je tiens juste à dire que maintenant, c'est une voiture normale. Et le monde s'est ouvert à toi, quoi. Là, genre, tu voyais la route. C'est le danger public. Oh, Mais après, c'est Ça a drôle, dû mais pas changer drôle, la à chaque vie. fois avec Max, et on sort de l'endroit, il y a une voiture qui est en train de klaxonner, t'as pas remonté, je sais pas vu, mais en fait, je sais vraiment pas vu pour le coup. Et en fait, je crois que c'est une voiture un peu nouvelle, j'ai que des voitures anciennes. Moi, à mon époque, les chaises se montaient pas. Tu devais conduire. tu acceptes ton sort. C'est ça. Alors voilà, ils ont vachement modernisé le truc maintenant. Donc, bref, voilà. Oui. Ah non, mais je suis un danger public, hein. Bah, pour ceux qui suivent un peu la Formule 1, on l'appelle le Lance-Troll des Garrigues. Ouais. Voilà. Donc, pas mal. Mon histoire du jour, mais je pensais que C'est toi qui nous conduis ce week-end? Oui, maintenant tu vois la route. C'est trop bien. Voilà, tout va bien. Sinon, toi, tu peux conduire. Sinon, j'ai un plus long. C'est une automatique. J'adore. Tu vas toucher le plafond, toi. La meuf, elle l'a trop montée de scène. Ah non, mais sérieux, je suis hyper haute. C'est incroyable, hein. On dirait que je suis grande, quoi. Ouais, voir la route, c'est pas mal. Ça peut. Oui, j'avoue. Ça c'est peut être sympa. utile. Écoute. Voilà. Avant d'entamer, on avait un petit retour du domaine Baker. Oui, donc je sais pas si vous avez suivi, si vous vous souvenez, on a fait donc du coup 3 épisodes avec sponsorisés par le domaine Baker d'Alsace qui nous avait envoyé du coup 3 bouteilles qui étaient Excellente. délicieuses. Ouais. Moi j'ai adoré le premier, j'ai beaucoup aimé le Tonos, j'ai aimé le Muscat, le Tauros pardon, j'ai aimé le Muscat. J'ai aimé le Tauros. Je crois que je préfère le Muscat sec parce qu'il était vraiment délicieux. Alors que moi, j'étais partie Toi, sur non. le vin orange. Et toi, c'était le vin orange. J'ai trouvé ça magique. D'ailleurs, elle m'a interdit de ramener la bouteille. Elle est restée chez elle. Ah. Mais toi? Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai. Non, moi, celle-là, je la garde. Voilà, celle-là, je la garde. Ouais. Les autres, tu les as gardées. Celle-là, je la garde. Ouais, c'était vraiment une découverte. Ah, quoi. mais complet. Du coup, on a eu un retour de Lydie Baker, donc, qui nous dit que mille merci pour les commentaires, le respect que vous avez pour les vins et le sérieux de vos retours. Et elle est contente d'avoir visé juste et oh boy, did she. Elle a vraiment visé juste. Oui, d'accord. Et du coup, elle nous remercie. Mais moi, je lui dis franchement que c'est nous qui la remercions. Carrément. Et que je lui dis qu'on allait en commander parce que clairement, moi, je veux en commander. Enfin, c'est l'autre. Non, super, ouais. Et pour le coup, ce soir, donc Marie, Maman, on est sur un vin. Alors, attention. On est sur un vin portugais que souvent je garde chez moi. Je pense qu'on a peut-être déjà fait dans un autre épisode. Je crois pas celui-ci. Alors, j'en ai 2. Moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, mais peu importe. Okay. Et la raison pour laquelle on est sur ce vin-là, c'est parce que je la garde dans mon cave à vin de façon habituelle. Et en fait, on a quelqu'un d'autre, une autre domaine, qui nous a envoyé 3 bouteilles. Donc, moi, je pensais qu'on partait sur ça. Mais en fait, on attend encore le descriptif du vignoble, des 3 vins pour pas se tromper sur ça. Donc, du coup, j'ai sorti
7 bouteilles. Mais je vais quand même raconter une mini-histoire parce que, en fait, cette auditrice nous a envoyé donc un colis, encore une fois, de 3 bouteilles. Donc, le domaine Les Aubrières. Domaine des Aubrières. Et en fait, moi, le colis n'a pas pu être livré dans le point relais, donc il est allé au truc UPS du coin. Oui. Et donc, moi, j'ai pas encore raconté cette histoire à Charlotte, donc c'est encore une surprise. Parce que j'arrive et je leur dis, écoutez, parce que j'étais pas sûre, quoi. Je dis, mais moi, je m'appelle Sarah Nanani, ou toi, Charlotte, mais j'ai pas de pièce d'identité pour des meurtres et du vin. C'était l'envoi. Et je lui dis, tout de suite, j'ai dit, c'est pour des meurtres et du vin. Elle était là, toc, mais je sais exactement où il est. On se demandait pourquoi, c'est quoi cette idée, c'est quoi des meurtres et du vin. Elle était à fond, genre, elle me guettait à mon arrivée. C'est bon. Attendez que quelqu'un arrive chercher ce colis. Ils ont pas eu peur? C'est quoi l'idée? Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, je lui explique, parce que déjà, elle était, c'est enfin vous, elle était trop contente de me voir arriver. Donc, je lui explique, non, c'est un podcast, on boit du vin, on parle de meurtre, et elle me fait, je veux venir. C'est vrai? Trop mignon. Ok, ça nous fait déjà une personne pour notre apéro géant qu'on fera un jour. Exactement. L'apéro géante, on a déjà, une 3e. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, du coup, on a récupéré le colis, on attend le descriptif, donc, j'espère que d'ici une à deux épisodes, on aura un domaine Orbière à vous décrire, à vous présenter correctement. Voilà. Parce que là, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est ça. Donc là, on est sur alors moi, j'aime bien les vino verde du Portugal. Je sais. Charlotte, elle est moins dans cette optique. Celle-là, c'est Muralas de Monaçao. Donc si je prononce pas bien. Fuck you. C'est de Coletta, c'est une vendange de 2023, excusez-moi. C'est donc un vin blanc et elle est, comment on dit, pas pétillante, elle est perlante. Perlante. Comme souvent les vinos verdés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bulle, mais on a cette impression sur le bout de la langue. Je me souviens que j'avais goûté un vino verdé, j'avais pas kiffé. C'est ce que je te dis. Ouais. Voilà. La mémoire fut la mienne. Ok, let's go pour le pop. Oh, il y a un petit little hesitation. Preview. Oh, c'était nul. Non, le pop, il est nul. Oh là là. Bon, heureusement qu'on n'est pas sponsorisé par Vino Verde, non. Non. Vino Verde, c'est le vin blanc du Portugal. Ah, ok, d'accord. C'est Murales. Murales. Je m'en sors pas beaucoup, tu vois. Tiens. Tu veux y aller? On n'est pas sponsorisé, donc on peut avoir des glaçons. C'est bon. C'est bon, okay, je sais pas, tu m'as dit tu peux y aller. Allons-y. Non, mais... Tu peux y aller, serre-moi pas, serre-moi 3 litres. Ok. Voilà. Ok. Donc, je suis prête. Elle se donne un glaçon, elle me donne rien. Ah, pardon. Elle va pas bien. Charlotte, là, ce soir, fatiguée. Je suis très fatiguée. J'ai repris le travail il y a 2 jours. Ah, pardon. Catastrophe. Tiens, t'en auras 3. Oh, tant mieux. Encore. Là, je t'aime plus. Merci. Je te pardonne. Merci. I'm so ready. OK. C'est ton histoire. Yes, it's mine, but taste and then... pardon. Poker face. Je pensais que tu m'attendais, j'étais là. Non, je te regarde. J'ai rien. C'est ça. Allez, je l'ai entendu. Est-ce qu'on m'a entendu à vrai dire jusqu'à Lille? Bruno, qui est aussi Bruno. Ok, je préfère celui-ci que le dernier. Ok, bon, très bien, c'est déjà bien. C'est moins parlant, déjà. Oui, beaucoup moins, mais même pas, en fait. Presque pas. Ouais, non. Et du coup, je préfère parce que ça doit être l'autre qui est parlante et pas celle-là. Ça m'a pas fait kiffer, la dernière fois. Bon, donc on en parlera à la fin. Yes. It's my night. It's my night. Alors, Mag. Ah oui, Mag. Tu peux arrêter là. Mag, stop. Stop tout de suite. Donc, j'ai tissé une petite amitié avec Moondog 151. Attends, maintenant que Mag est plus là, qu'est-ce que tu penses vraiment d'elle? Super génial, j'avoue. Elle est même pas là pour entendre mes compliments. Je suis désolée, je te fais une petite parenthèse, après je te laisse parler. C'est comme apparemment, putain, je sais plus quelle tu sais, cette espèce de vieille actrice qui était super rigolote et tout, qui faisait des présentations aussi blondes, refaites de partout. Comédienne. Comique. Je sais pas. Bref. Elle, en fait, elle a organisé des grandes soirées. C'est RuPaul qui raconte ça. Ouais. RuPaul Drag Race. Et qui disait... Ah, John Rivers. Ouais. Et qu'à chaque fois que quelqu'un allait aux toilettes pendant ces soirées, et que du coup, cette personne revenait, à chaque fois, elle dit, dis-le lui en face. C'est une sacrée connasse, mais drôle. J'adore cette meuf. Bon, bref. C'est tout. Donc Mag n'écoute pas la suite de l'histoire parce que, pourquoi? Comme je disais, je me suis tissé une amitié avec Moondog 151, donc j'ai utilisé plusieurs histoires.
Et là, en fait, il m'en a donné 40 000. Wow. Donc, merci beaucoup, Moondog. Je sais même pas par où commencer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, il est ouf. Non, mais voilà. Et du coup, là, je suis quand même retournée pour le remercier et piocher dans ses histoires. Ouais. Et donc, j'en ai trouvé un qui est horrible. Et It's the winner. voilà, exactement. C'est celui-là qui a gagné. Et puis, il est pas courte. Donc, Let's go, bitch. est-ce que tu es confortable? Très, mais au pire, je change. Tu le seras pas bientôt. Si ma brûlure de méduse me gêne, je changerai. D'accord. OK. Donc, partons. On parle de Ámbar Cornejo Llanos, qui est née le 14 février 2004 à Villa Alemana, au Chili. Sa mère, c'est Denise Llanos Lazcano, née en 82. Et son père, c'est Ulysse Cornejo. Okay. Donc, Ulysse, au début, était souvent absent et semblait être séparé de Denise avant même la naissance de Ámbar. Donc, en fait, en gros, ils ont fait un bébé, mais ils étaient même pas ensemble. Et peu après leur séparation, Denise a commencé à fréquenter un nouvel homme qui s'appelle Juan Carlos Pérez Aguirre. Ils ont tous des noms hyper longs, je suis désolée, c'est comme ça. Qui, en fait, est un ami de Denise depuis avant même la naissance d'Ámbar. Donc, elle sort avec un vieux pote. Okay. Donc, eux, ensemble, Juan et Denise, vont avoir 2 autres enfants. Et donc, Ámbar a 2 demi-frères, je crois. Ouais. Et malheureusement, un va décéder de façon relativement tragique, car à l'âge de 4 mois, à des suites de malnutrition due à des soins inappropriés, il meurt, quoi. Oh, quelle horreur. Donc, après son décès, Denise va tomber dans une dépression, elle va beaucoup boire, elle va négliger Ámbar et le frère survivant. Et donc, la situation est devenue tellement horrible que l'école va demander que les 2 enfants soient retirés de la garde. Parce qu'ils étaient vraiment négligés. Et donc, ça a été accepté et ils sont placés dans un établissement pour mineurs. Deux Kit Kat. Ámbar est un garçon ou une fille? Ámbar est une fille. Ámbar. Ámbar. Ámbar, vraiment. Okay, Voilà, Ámbar. Ok. Donc, en 2009, Denise, la maman, va rompre avec Juan. Leur relation, rompre. On dit ça parce que leur relation a été dysfonctionnelle, marquée par des ruptures et des réconciliations constantes. Dans la même année, donc 2019, Denise va suffisamment s'améliorer pour que le tribunal lui rende les 2 enfants, donc Ámbar et son frère. Ok. Voilà. Et là aussi, il semblerait que Denise et Ulysse, le père d'Ámbar, s'entendent un peu mieux, parce qu'apparemment, ça se passait pas bien. Et donc, Ulysse commence à plus se rapprocher de sa fille Ámbar. Okay. D'accord? OK. Donc, le 27 septembre 2012, Ámbar, la fille, donc va confier à 2 de ses professeurs qu'une de ses amies a été agressée sexuellement. Oh. Donc, les profs vont appeler la mère de son amie et c'est là où Ámbar va s'effondrer et avouer qu'en fait, elle ment et c'est elle qui se fait agresser. Elle sera amenée au poste de police pour faire une déposition et elle va déclarer qu'en fait, à chaque fois que sa mère l'amène avec son frère rendre visite à Juan, avec qui il est censé être séparé, Juan va l'agresser sexuellement. Horrible. Donc, Juan sera arrêté le 25 novembre 2013 et le tribunal de Vina del Mar va le condamner à 3 ans de prison, lui ordonner de payer et de couvrir l'intégralité des frais du procès, lui interdit tout contact avec Ámbar et sa famille et va obliger à communiquer son adresse à la police. D'accord? Ok. Le tribunal va aussi, de nouveau, retirer la garde. Et en fait, Ámbar va aller vivre avec son père pendant quelques mois. Okay. Et en fait, cette interdiction de contact que Juan a eue, ça en va pour les 2 parties. Denise aussi peut pas contacter ses enfants. Ok. Et ne doit pas non plus contacter Juan. C'est-à-dire, Denise va définitivement dire c'est terminé entre elle et Juan si elle veut récupérer ses enfants. Ça semble logique. Et finalement, Denise va obéir, on va dire, à la décision du tribunal et donc elle récupère Ámbar et son fils. Donc là, Ulysse, le père d'Ámbar, lui, à ce stade, forcément, il considère Denise comme une mère indigne, manipulatrice. Bon, voilà. Et quand Denise sait que Ulysse pense comme ça, qu'il réfléchit comme ça, peut-être qu'il dit des choses comme ça à sa fille Ámbar, elle va interdire à sa fille de lui rendre visite. Okay. Puis elle commence à manipuler les choses pour que Ámbar déteste son père en lui disant que, en fait, c'est la faute d'Ulysse, qu'il essaie de briser leur famille, etc. Okay. Alors, tout ce temps, Ulysse continue à envoyer de l'argent pour Ámbar.
Mais cet argent, Denise ne dit garde. rien et le garde pour elle, quoi. Donc Denise n'est pas foufou non plus. Denise, pas foufou. Non. Donc, ce plan qu'elle a pour monter sa fille contre son père va se retourner contre elle, parce que plus que Amber va grandir, plus les relations avec sa mère deviennent tendues. Après, comme toute fille et sa mère, Adolescente, voilà, oui. exactement. Elles se disputent constamment. Et là, un jour, Amber avait invité une amie à la maison, et là, Denise et elle vont avoir une dispute. Là, Denise va essayer de frapper Amber, et elle et sa copine vont s'enfuir dans une autre pièce, en verrouillant la porte, mais Denise, tellement en colère, va frapper à la porte suffisamment pour la briser. Tu vois? Donc, de la force, quoi. Ouais, et puis de l'agression de la totale. Colère, quoi. Ouais. Et en fait, Amber va pas se défendre, et on dirait plus tard, les amis diraient plus tard qu'elle disait que c'est ma mère, elle m'a donné la vie, je dois la respecter. Donc en fait, en gros, elle se bat pas contre elle. Bien sûr. Voilà. Donc, là, les choses, comme elle a été obligée par la loi à ne pas avoir Juan, Denise trouve un autre homme qui se trouve être le propriétaire de leur appartement, qui s'appelle Manuel Garcia Querolo. Alors, Manuel, visiblement, enfin, comme tous les hommes d'ailleurs, tu verras, n'est pas meilleur que Juan. En fait, chaque fois que Amber va prendre sa douche, il profite et il va se rendre dans une pièce au 2e étage où il la voit clairement à travers la fenêtre. Et va l'observer et prendre des photos. Oh mon Dieu. Donc, Amber finit par le découvrir un jour et va le dire à sa mère, ton petit ami, le propriétaire de l'appart, il me guette, il me prend en photo. Et en fait, elle et son frère, hein, pas que Amber, elle et son frère. Et là, la mère va simplement lui dire, arrête de prendre une douche quand je suis pas à la maison. Mais à part ça, elle fait rien. D'accord? Et elle continue à fréquenter Manuel. C'est toujours son petit ami. Mais ça, tu sais, ces histoires qui, déjà de base, il y a un truc problématique familial. C'est ça. Et que c'est des gens qui attirent que des gens à problème et qui mettent leurs enfants dedans. On n'était pas au bout de tes peines avec cette histoire. Parce que déjà, ça, c'est horrible. Ouais. Donc, la mère, non seulement elle fait rien, elle va faire le contraire, elle va se mettre en colère avec Amber, parce qu'en gros, Amber, maintenant, c'était l'objet de désir de Juan et maintenant de Manuel. Mais c'est un classique. Voilà, c'est un classique. Voilà. Donc, et ensuite, je vais en parler de Manuel plus tard, parce que c'est pas le pire de ses dépravations, mais c'est pas dans la lignée de l'histoire, donc du coup, j'en parle plus tard. Donc, après toute cette tragédie, cette vie de famille complètement dysfonctionnelle, comme tu le disais, et abusive, on s'imagine quand même que Amber va être hyper perturbée. Alors, apparemment, c'est tout le contraire. Tous ses amis vont dire c'est une fille heureuse, extravertie, gentille. Elle est prête à tout pour aider tout le monde. Elle s'engage. Elle partage ses loisirs. Elle était à fond dans la danse. Elle est super appréciée par ses camarades de classe. C'est une fille populaire. Enfin, voilà. Et en plus, on a l'impression, on va dire plus tard, qu'elle laisse pas tout ça la définir et qu'elle veut quand même vivre. Tu vois, donc c'est quand même une sacrée personnalité, quoi. J'allais dire, beaucoup de courage. C'est ça. Donc, fin 2019, Denise avait rompu visiblement avec Manuel et avait trouvé un nouveau petit ami, encore une fois. Et là, cette fois-ci, l'homme s'appelle Hugo Humberto Bustamante Pérez. Et là, elle va aménager avec lui, rapidement. Enfin, lui, il va aménager chez elle, plutôt. Oui. Donc, Amber, tout de suite, elle l'apprécie pas. Puis surtout, enfin, comme tout enfant, enfin, tu le rencontres et le lendemain, il habite chez toi. C'est fucking space, quoi. Et encore une fois, elle se sent hyper mal à l'aise quand il est là et avec la façon dont il la regarde. Puis vu ses antécédents, bon. Donc, elle va en parler, on est quand même en 2019, donc elle va en parler à une copine à elle. Et donc, elle, quand il dit, mais sa tête me dit quelque chose, donc les deux vont commencer à le rechercher en ligne. Et là, ce qu'elle trouve, c'est la lue. Donc, il est né en 65, le troisième d'une fratrie de 4 enfants. Son père électricien, sa mère femme de ménage. Beaucoup de violences domestiques dans la foyer. Sa mère est décrite comme étant négligente, alors que le père était super violent. Et en fait, Hugo, donc ce troisième petit ami, a été mis au travail à l'âge de 8 ans pour vendre des fruits et légumes sur les marchés. Wow. Et pour échapper aux violences de son père, il va se réfugier chez ses grands-parents. Mais à l'âge de 13 ans, il va tomber dans la toxicomanie. Il commence avec la weed, puis il passe à l'opium, la cocaïne. À l'âge de 15 ans, il sera chassé par son père de la maison.
Et il part en Argentine, où il va vivre avec une camarade de classe. Il dit qu'il aurait voyagé à la Bolivie, au Pérou, l'Espagne, au Brésil, avant de retourner au Chili à l'âge de 18 ans, où il commence à voler des marchandises pour les revendre et se livrer au trafic de drogue. À 20 ans, avec une complice, il participe à une arnaque où, en fait, il monte dans un bus. Ils vont papoter avec un passager assis à côté de lui, faire copain-copain. Ils vont lui dire, tiens, tu veux un peu de mon boisson? Et ce boisson, malheureusement, est mélangé à des somnifères. Et ensuite, une fois que la personne est endormie, ils vont voler leurs affaires pendant que la personne est évanouie dans la rue. D'accord? Il va faire ça dans les bus et sur les plages. Donc, en fait, c'est leur petit arnaque. Ouais, voilà. Il a tenté à plusieurs reprises d'avoir des relations amoureuses, mais on dit que aucune n'a duré très longtemps. Puisqu'en plus, Hugo, c'est un peu un esprit perdu, donc t'imagines bien. Oui. Pour gagner sa vie, il s'est mis à la musculation et selon lui, il va raconter qu'il est propriétaire d'une boîte de nuit. Le 27 mai 1987, il sera arrêté pour la première fois pour vol, mais apparemment, il n'y a pas de conséquences graves. Il est juste arrêté puis relâché. Là, il entame une autre relation, donc parmi plein. Et là, cela semble durer un peu plus longtemps puisque ils ont un enfant et Hugo brièvement va trouver un emploi comme gardien de sécurité, ce qui est juste ridicule, mais bon, faut le mentionner. Ils vont se séparer peu de temps après la naissance de leur enfant et en 89, Hugo sera arrêté pour encore 9 chèques d'accusation de vol, vol qualifié, vol à main armée, violence, etc. Ce qui lui vaut une peine de 10 ans de prison. Donc là, Hugo a connu un séjour visiblement très difficile en prison, dû à sa toxicomanie en première, parce que ça l'a régulièrement conduit à l'hôpital. Il était souvent soumis à des mesures de sécurité supplémentaires et menotté, parce qu'en fait, il n'arrête pas de tenter de s'échapper lorsqu'il est transféré. En 92, il va avoir une crise de santé mentale et sera admis dans un hôpital psychiatrique pendant 25 jours. Et en 95, il va obtenir une libération conditionnelle, mais sera renvoyé en prison 8 mois pour avoir enfreint les conditions de sa libération. Il a finalement été libéré après avoir purgé sa peine en 99. Donc, il a quand même fait ses 10 ans. Et après, il a de nouveau tenté de changer sa vie, trouver un emploi comme peintre, réparateur de voitures, voilà. Et il essaie d'économiser assez d'argent pour ouvrir son propre magasin. Là, il va s'intéresser au yoga et au spiritualisme. Et c'est dans ses cours de yoga qu'il va rencontrer Véronica Vasquez Puebla, née en 55, qui est une enseignante de maternelle qui a 49 ans et qui a un fils prénommé Eugenio. Donc, différent des autres relations, enfin, il y avait plein, on savait, celle-là, elle a l'air prometteuse, en fait. Sauf que Hugo commence à demander de l'argent à Véronica pour, entre guillemets, rénover sa maison. Bien sûr. Et au début, forcément, on lui donne, comme tout poulet, quoi. Et Hugo, il fait quoi? Il se drogue. Il commence à gaspiller l'argent, probablement se droguer. Et il devient violent, colérique, etc. Donc, un jour, en 2025, en janvier, il vient demander encore plus d'argent. 2005, pardon, excuse-moi. Il vient demander encore plus de l'argent, alors qu'il n'a jamais remboursé les dettes d'auparavant. Et donc là, Véronica va lui refuser. Elle va dire, non, c'est bon, j'ai terminé avec toi. Face à ça, Hugo, fou de rage, va saisir une batte de baseball, va frapper Véronica avant de l'étrangler. Tout ce bruit va réveiller le fils de 9 ans, Eugenio. Donc, Eugenio voit ce qui se passe. Donc, du coup, Hugo se prend à lui et commence à l'étrangler également. Donc, les deux inconscients, il va enfoncer des chiffons dans leur gorge, les attacher les mains et les pieds, puis leur trancher à la gorge. Oh mon Dieu. Ensuite, il va envelopper leur tête dans du film plastique. En attachant un sac en plastique autour aussi. Ouais, donc vraiment zéro chance, quoi. Ouais, voilà. Et là, il va prendre un baril en métallique et il commence à frapper leur corps avec une canne à plusieurs reprises, les frapper, leur brisant les os pour qu'ils puissent les faire rentrer dans le baril. Ouais. J'ai dit que Mag ne pouvait plus écouter. Non, heureusement qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à... Donc, ils enfoncent les deux dans ce baril. Et puis, pour masquer l'odeur de décomposition, il va le remplir d'eau, il va mettre du ficelle et du plâtre et les sceller, comme ça.
Et là, il ensuite va fouiller la maison de Veronica, cherchant l'argent qu'il avait demandé. Et quand il la trouve, il se barre. Tout ça pour 40 pesos, quoi. Je sais pas combien ils disent pas, mais en tout cas, à mon avis, c'était pas une somme. C'était une femme célibataire, prof de maternelle. Oui. Donc voilà. Donc, il va laisser le baril dans la maison pendant quelques jours, pendant qu'il dépense son argent avec, comme tu disais, les vieilles habitudes, drogue, alcool, prostituées aussi. Nice. Et finalement, malgré les méthodes très professionnelles qu'il a utilisées pour masquer l'odeur, les corps commencent à se sentir. Et donc, du coup, il a une autre maison avec une patio. Donc, il va transférer le baril dans cette propriété-là. Donc, pas la maison de Veronica, sa maison à lui. Il va demander à son père de l'aider en lui disant, je dois creuser un trou dans le jardin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le père va venir l'aider à creuser ce gros trou. Et ensuite, il va demander à des déménageurs de transporter le baril. Putain, mais le mec, il est culotté, quoi. Non, mais gravement, gravement. Et en fait, il a failli se faire prendre parce que forcément, du liquide va s'échapper, ça pue. Et lui, il va juste dire qu'il travaille dans l'industrie alimentaire, précisément dans la fabrication de frites. Et en fait, c'est un produit chimique utilisé et c'est ça qui pue. Voilà. Donc, son père partit, les déménageurs partis le baril là. Il va l'enterrer dans le trou creusé. Voilà. Et c'est visiblement pour l'instant la fin de cette histoire, sauf que le frère de Veronica voit forcément que sa sœur est absente. Il va appeler Hugo. Hugo va dire non, Veronica, elle est partie en retraite spirituelle parce qu'ils sont rencontrés au yoga. Hein. Et au final, la famille quand même finit par s'inquiéter. Et aussi, il retrouve, je ne sais pas comment, ses papiers d'identité dans un fossé. Et donc, du coup, Hugo va être appelé de nouveau. Il va juste dire, mais non, on s'ennuie ensemble et on n'est plus ensemble, il raccroche. Ouais, super. Voilà. Donc, ça, c'était début janvier. Et là, le 26 janvier, les nouveaux voisins, donc, dans sa maison, de Hugo, vont appeler la police pour signaler l'odeur, parce que ça pue encore. Ah ouais. Et la police va arriver, et malgré la certitude d'Hugo, qu'il sentirait qu'il avait déployé tous ses efforts, que c'est le plus fort du monde. En fait, la police est arrivée, il va avouer immédiatement sa crime. Voilà, donc il sera arrêté, sa maison fouillée, on découvre le baril et les corps. Et donc, tragiquement, la nouvelle a été annoncée au moment aussi. Efface ce que je viens de dire. Je voulais effacer Donc, il trouve le baril et le corps. Et donc, ce meurtre va valoir pour Hugo le surnom en Chili du psychopathe au tambour. Ok. Donc, les premiers mois de prison d'Hugo sont passés dans un hôpital psychiatrique où il se vante non-stop aux médecins de sa situation économique et ses talents en arts martiaux. Donc, en vrai, il est un peu zinzin. Débile. Le procès va se dérouler en novembre 2005 et devant le tribunal, il sera condamné à 27 ans de prison seulement, ce que je trouve assez choquant. Très juste, avec sa date de libération fixée au 26 janvier 2032. C'est-à-dire, le procès se passe en 2005, ça veut dire qu'il peut sortir en moins de 20 ans. Pour avoir tué une femme, son enfant, brisé le corps pour qu'il remplisse femme. Ouais, non. C'est assez choquant. Ouais, c'est particulier, ouais. Et en fait, au Chili, il reste un des criminels le plus célèbres en fait, du Chili. OK? Pendant son séjour en prison, il va accorder de multiples interviews à la presse. Et dans l'une de ces interviews, on lui demande s'il tuerait à nouveau, s'il était libéré. Et il va répondre, je ne sais pas, je ne suis pas maître de mon destin. Et aussi, il va dire que le meurtre était déclenché par un sifflement dans son oreille et que quand il tuait Veronica et son fils, il avait l'impression qu'il regardait un film. Genre qu'il n'était pas là, qu'il était... détaché de tout ça. Voilà, c'est ça. Le 29 avril 2016, donc le procès arrêté en prison 2005, le 29 avril 2016, Hugo a été présenté devant une commission de libération conditionnelle. Et bien qu'il a dit ce qu'on vient de dire, il a déclaré publiquement qu'il n'était pas sûr s'il allait pas tuer à nouveau. Bien que la prison elle-même ait demandé au juge chargé de l'audience de ne pas le libérer, ils ont scandalisé tout le Chili en lui accordant la libération conditionnelle au motif qu'il avait purgé 10 ans de prison, qu'il avait acquis une compétence utile pour trouver un emploi et qu'il s'était bien comporté, ce qui signifiait à cette époque juridiquement qu'il n'avait aucune raison de lui refuser la libération conditionnelle.
Ouais, mais à un moment donné, le crime doit pouvoir venir... C'était pas la loi au Chili. Enfin, C'était pas la loi. 10 ans pour un double homicide en plus Une mère de et un enfant dans des circonstances atroces. Mais non, c'était pas la loi du Chili. C'était pas le crime, c'était le temps. C'était ce que tu faisais en prison, quoi. C'est ça. Hallucinant, quand même. Ah Voilà. ouais, moins de 10 ans pour ça. Exact. Donc, à sa sortie, j'imagine qu'il est méprisé Bah oui. par tous les habitants. Aucun employeur ne voulait l'embaucher plus d'une journée. Bien sûr. Donc, il fait que des petits boulots. Et même les personnes qui le rencontrent et qui à contre-cœur disent qu'il est gentil, ajoutent qu'il est quand même bizarre. Et un de ses voisins va même dire, quand il vous regarde, on a l'impression qu'il vous déshabille. Voilà. Donc, ces voisins, là où il aménage, vont distribuer des tracts dans tout le quartier pour mettre en garde tous les habitants contre lui. Et vont lui faire clairement comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Donc, les quartiers, les communautés du Chili sont vraiment impliqués dans leur communauté, dans leur... Et puis c'est bien parce que t'as pas genre... parce qu'il aurait très bien pu avoir un groupe de gens qui sont complètement fans de manière tordue de ce genre de personnes. Tu vois Non, pas du tout là. Et puis ça finit Tant pas mieux. là. Ça finit pas là. Donc Tant tu vas mieux. voir. Donc les parents du quartier refusent maintenant de laisser leurs enfants sortir seuls depuis qu'il est là. Tu m'étonnes. Les femmes veulent être conduites au travail et ramenées chez elles. Elles veulent pas marcher toutes seules. Et même le maire donc de Villa Alemana, où ils habitent, va ordonner un renforcement de la présence policière dans le quartier où il a aménagé. Waouh. Donc tu vois l'inquiétude de Ouais, ils de prennent cette pas ça à la communauté. légère, quoi. Non, pas du tout. Donc, forcément, tout ça, c'est Ambar et sa copine qui googlent. Elle trouve tout ça, toutes ces infos. Et là, forcément, Ambar, vu les antécédents, les deux beaux-pères. Ah putain, mais attends, j'avais oublié d'où il venait, Hugo. Oui, c'est ça. Donc, Ambar, troisième beau-père, troisième petite amie, elle lit ça, elle est horrifiée, quoi. Elle dit... Juan, Et là, elle a fait qui l'a bravo, maman. agressé sexuellement, Manuel le pédophile, et maintenant Hugo, le meurtrier à Tambor. Alors, ce que tu peux donner à la mère, c'est que au moins elle a un type et qu'elle va crescendo dans sa vie. Oui, non, parce que c'est pas vrai, parce que le seul homme qu'elle déteste, c'est Ulysse, le père C'est super d'Ambar, cool. qui en fait, il a rien fait, quoi. Le pauvre gars. Voilà, le seul qui est un peu gentil, c'est celui qu'elle méprise, qu'elle veut qu'elle déteste. Bref. Fuck you, Denise. Donc, Ambar va quand même essayer de dialoguer avec sa mère. Bon, c'est de lui d'écrire tout ça, lui dire. Et là, forcément, Denise se non. met en colère. Voilà. Et en fait, une dispute éclate. Comment t'oses juger mon petit ami? T'as même pas rencontré, tu le connais même pas. S'il faut, il est Et très sympa. il mérite une deuxième chance, comme tout le monde. Enfin bref, Denise, quoi, grosse conne. D'ailleurs, Moondog m'a dit que cette histoire l'a fâché plus que John, le Belge, qui avait tué la Vietnamienne. Et je suis d'accord avec lui. J'avoue que moi, je suis en colère contre Denise de ouf, là. Ah non, mais Denise, c'est une merde. Mais tu vas voir, ça finit pas. Donc là, Denise, inflexible, Ambar s'est dit, mais en fait, elle écrit une lettre de plainte au gestionnaire de l'immeuble où elles habitent, toutes les deux, pour dire qui est Hugo et qu'il habite là. Parce qu'en fait, apparemment, il bouge entre les deux. Ouais. Là, la plainte sera rendue publique et les résidents de l'immeuble, encore une fois, cette communauté, vont apprendre qu'il vit là et vont se réunir et exiger qu'il parte immédiatement avec Hugo. Enfin, tu pars, tu te casses, quoi. C'est fini. Donc, ils vont partir, mais Denise va amener le frère d'Ambar, va aménager dans la maison d'Hugo, mais Denise, tellement en colère de sa fille, elle va la laisser là, sans un rond, sans à manger, etc. Tu restes là, je t'abandonne, alors qu'elle est mineure. D'accord? Ambar reste dans l'appartement une semaine, mais forcément, elle doit le quitter, elle peut pas payer le loyer, elle peut pas manger. Et donc là, en fait, elle finit par faire des allers-retours entre plein de maisons de ses amis différentes, mais aucun d'eux, enfin, je pense que c'est pas des gens avec des moyens énormes, et aucun ne peut l'accueillir à plein temps, c'est juste pas possible. C'est dur. Elle peut pas aller chez son père parce que, en fait, lui, il habite au nord du Chili, ce qui veut dire qu'elle va abandonner son frère, ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, du coup, en fait, ce qui est assez bizarre, elle finit en décembre 2019 d'aménager avec la fille de Manuel, le deuxième petit ami, parce qu'en fait, sa fille est plus âgée et Ambar la traite de tante. On dit que c'était une bien meilleure mère que Denise. Et en fait, elle est pas du tout en contact avec son père et Ambar l'en veut pas pour les crimes de son père, si tu veux. D'accord? Donc, Ambar a son
dans son coin avec tout le malheur qui lui arrive. Elle va redoubler une classe. Ce qui va être remarqué par l'école et les enseignants qui vont essayer d'appeler Denise à 6 reprises pour organiser une réunion parents-professeurs. Mais en gros, Denise, à chaque fois qu'elle est hyper agressif. Je suis pas disponible. Et en gros, exactement. C'est, allez-vous-en, je veux pas vous répondre. Voilà. Donc, en fait, là, les seules interactions que Denise va avoir avec Amber, c'est lorsque la pension alimentaire est envoyée, parce que le père continue à l'envoyer à Denise. Alors ça, j'ai pas trop compris. S'il sait qu'elle est seule, pourquoi ne trouvait pas la moyenne d'envoyer directement à Amber? Peut-être qu'il devait l'envoyer à Denise de par un juge ou un truc comme ça. Et du coup, Amber, en fait, elle doit se rendre chez Denise pour récupérer cet argent avant que sa mère ne le dépense, tu vois. Donc, tous les mois, elle va aller chez Denise. Elle frappe seulement à la porte, elle demandait l'argent, et en général, Denise lui donnait sans dire un mot en fermant la porte. Ouais. Parce que Amber aussi refuse catégoriquement de rentrer dans la maison. Enfin, t'imagines, elle doit avoir un PTSD de malade. Jamais de la vie. Et donc, un jour, le 29 juillet 2020, Amber va dire à sa tante, entre guillemets, la fille de Manuel, qu'elle allait passer chercher l'argent. Au bout de 3 heures, elle n'est toujours pas rentrée. Elle ne répond pas au téléphone ni au message. Et c'est là que elle va appeler Denise, la tante, entre guillemets. Non, la maman. Et oui, non, Amber habite avec sa tante, la fille de Manuel. Elle va appeler Denise, la maman, pour dire Amber n'est pas rentrée, elle est passée chez toi pour chercher l'argent. Ouais. Et là, Denise, comme tout le temps, totalement indifférente, va lui raccrocher au nez. Et donc, on finit par appeler la police. Donc, la police va quand même entamer des recherches dans le quartier. Tout le monde va s'impliquer. On dit que c'est pas une fugue. Ils vont rechercher dans les garrigues, dans les forêts, dans la ci, dans là. Enfin, je vais sauter parce que c'est tellement improbable qu'ils aient fait ça, vu que Denise habite avec Hugo, qu'ils ont entamé toutes ces recherches comme ça. J'ai été un peu choquée par cette partie de l'histoire. Mais la Croix-Rouge va intervenir. Ulysse, le papa, va descendre chercher. Dans tout ça, t'imagines bien que Denise et Hugo ne lèvent pas la patte et ne foutent rien. Et même que, on va dire qu'on voit Denise un moment sur sa terrasse en train de boire une bière alors que les autres recherchent sa fille, tu vois. Oh. Voilà. Donc, il commence à interroger aussi toutes les personnes autour. Et un témoin va se dire que il aurait vu, donc une témoin qui était la voisine de Denise, va dire qu'il a vu Amber entrer dans la maison de Denise et Hugo au lieu d'attendre dehors et qu'elle n'était jamais repartie. Et cette déclaration va se corroborer par une caméra de vidéosurveillance qui l'a montré marchant vers la maison, mais on ne la voit jamais au retour. Voilà. Donc là, le 31 juillet, un groupe de voisins, encore une fois, comme toi, va se rendre chez Hugo et va l'attendre, va attendre qu'il sorte pour l'encercler et le confronter et refuse de lui laisser revenir chez lui. Wow. Donc là, Hugo va se montrer, qui disait étrangement amical, et va les inviter à rentrer chez lui, affirmant que la police vient de faire des recherches avec des chiens. Et va leur dire, si j'avais un cadavre ici, ça se sentirait. Vous ne pensez pas qu'un cadavre qui serait ici depuis 2 jours sentirait. Okay. Et en fait, cette déclaration va avoir l'effet inverse de ce qu'ils souhaitent. Parce que là, les gens se disent, les voisins se disent, peut-être qu'elle est dedans et encore en vie. Ben oui. Du coup, comme il a donné son accord, toutes ces personnes, tous les voisins vont accepter, ils vont rentrer dans la maison le 3 août, y compris la police avec des chiens de recherche. Ils vont trouver aucun reste d'humain, mais ils vont trouver des vêtements avec des traces de sang humain qui sont saisis et analysés par la police scientifique. Le sang s'avère être une fausse piste parce que en fait c'est assez ancien et ça appartient à Denise. Okay. Et donc Hugo semble un peu hors de danger, ayant invité la police chez lui sans qu'il ne trouve rien. Ouais. Mais quand même, il décide le 3 août, le même jour, avec Denise, de confier le frère d'Amber à un de ses sœurs et en fait de s'enfuir avec Denise sans prévenir personne. Et donc là, forcément, ils se disent, bon, ils se sont enfuis. Pourquoi? Donc, ils vont les rechercher. Le 6 août, ils vont voir des photos publiées d'eux sur les réseaux sociaux. Ils vont les retrouver dans un camping où ils cherchent un endroit à se cacher. D'ailleurs, c'était assez facile et ils commencent à les interroger de façon séparée. Okay. Donc, Denise, qui ne se souciait manifestement pas de la sécurité de sa fille, va quand même très facilement se retourner contre Hugo. Elle va avouer que Hugo avait assassiné Amber, qu'elle savait qu'il l'avait fait, mais qu'elle avait trop peur de parler, car Hugo l'avait menacée, ainsi que son fils et ses parents.
Bitch. et qu'il avait forcé à s'enfuir avec lui. Mhm. Et selon elle, Hugo avait creusé et déchiré le sol du salon pour faire une fossée de 1,80 m, enterré en barre dedans et rebouché le salon. Donc, comme quoi, le gars, il a même pas changé son MO. Ouais. Et la police, dans tout ça, a même pas pensé, ben tiens... Il a peut-être fait comme la dernière fois. Ben, rien, quoi. Enfin, moi, ça me choque dans ce sens-là de la... Ouais. Bref. Donc, là, ce qui est encore plus fou de la police, c'est qu'ils vont croire la version de Denise, qu'elle a été menacée, qu'elle avait peur et que Sérieusement? elle a donné tous ces trucs et elle sera relâchée. C'est ça. Et Hugo, par contre, lui, il garde son droit de garder il exerce son droit de garder le silence, il dit rien. Donc, la police va vérifier les téléphones portables et vont découvrir qu'entre le 20 et le 28 juillet, Hugo, alors tiens-toi prête parce que la liste est longue, il a cherché les termes. Es-tu prête? Es-tu bien installée? Êtes-vous prêt? Oui. Alors, on y va. Il a googlé. C'est le mec qui google des trucs de fou? C'est pas le même, pas lui, mais ok. c'est encore pire, Ok. sérieux. Ah ouais, merde. Donc, prix des armes électriques, pistolet paralyseur Ah ouais. à distance, utilisation du chloroforme pour endormir, vente de camisoles de force psychiatrique, torture chinoise au bambou, torture Wow. chinoise par goutte d'eau, spray soporifique à l'éther, utilisation de l'éther pour endormir, utilisation médicale de la scopolamine ou acheter l'hydroxybutrique, pouvoir total et absolu, comment changer son prénom et son nom, Wow. torture psychologique, méthode de torture, prix d'un hachoir à viande, tout pour faire s'évanouir, endormir ou immobiliser. Et puis bien d'autres encore, je me suis arrêtée là parce que voilà. Wow. Ce qui montre clairement que Hugo avait prémédité le meurtre Bien sûr. d'Ambar, mais aussi que ce meurtre a dû être horrible. Horrible. Et ensuite, dans son sac à dos avec lequel il s'est enfui avec Denise, ils vont trouver 2 couteaux, une hache, de la corde et un reçu pour de la peinture et de la cire de paraffine. Okay. Donc, ils obtiennent forcément facilement un mandat de perquisition pour la maison d'Hugo. Ils vont casser le plancher et là, ils trouvent 3 glacières avec du plastique retourné enveloppé dans les sacs en plastique. Ils retrouvent les restes décomposés, éviscérés et partiellement squelettiques d'une jeune fille, démembrés en 15 morceaux distincts. Ils sont facilement identifiés comme étant ceux d'Ambar grâce à ses vêtements. Et l'autopsie va révéler aussi qu'Ambar avait été agressé, avait subi de nombreuses blessures par objets contondants sur tout son corps, mais aux mains, aux bras, aux avant-bras, aux fesses et aux cuisses. Un chiffon avait été enfoncé dans sa bouche. La tête présentait des signes de violence et on voit aussi qu'elle a été violemment violée. Okay. Et selon le médecin légiste, un couteau a été utilisé pour le démembrement. Tu sais, bizarrement, même si je savais que ça allait dans ce sens-là, j'espérais vraiment qu'elle allait être retrouvée vivante. Non, pas du tout. Donc, pendant ce temps, la police retrouve donc le corps d'Amber. La police aussi fait face à des réactions mais vives du public, pour avoir relâché Denise et de ne pas avoir poursuivi l'enquête à son sujet. Parce que, en gros, et je suis d'accord, personne ne la croit innocente, personne ne croit que c'est la victime d'Hugo. Son passé, son comportement, tout ce qu'elle a fait, tout le monde est dégoûté. Et en plus, elle a été ni triste, ni en deuil, ni même bouleversée. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont relâchée à ce moment-là elle peut pas être condamnée. Alors, attends. Okay. Oui, bien sûr, tu verras. Mais en fait, elle commence à être menacée. Donc, du coup, elle sera raccompagnée par la police et envoyée dans un institut psychiatrique après avoir tenté de se suicider. Et les réactions négatives vont quand même continuer. Donc, en fait, elle va être mise dans un institut tenu en secret comme protection des témoins, quand même. Ouais. Voilà. Donc, l'indignation quand même envers le gouvernement et la justice chilienne va être immense. Parce qu'on imagine que déjà Hugo avait été libéré après 10 ans pour avoir tué, tu te souviens, Véronica et Eugenio, son fils. Et là, il y a Ambar qui est morte. Donc, la famille de Véronica et Eugenio sont furax. Bah oui. On aurait pu éviter ça, quoi. C'est tellement intense envers le public que le juge qui avait approuvé la libération d'Hugo a été suspendu et a fait l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Mais au final,
elle a réintégré sans aucune conséquence parce que même si la loi était imparfaite, elle a fait son travail de juge. Elle a respecté la loi. Oui. Et c'était la loi au Chili à cette époque-là. Et du coup, comme mon histoire de Nibaldo au Mexique, Ouais. le Chili va modifier ses lois à la suite de cette histoire Incroyable. pour rendre le processus de libération conditionnelle beaucoup plus rigoureux et plus difficile à obtenir, contrairement Bien à ce sûr. qu'il avait été. On est d'accord, bien sûr, mais tu bon, tues 12 personnes, mais par contre, t'as été gentil ou... t'es sympathique et tu travailles à la librairie de la prison, bah, it's okay. On est d'accord. Donc, le 24 septembre, Denise sera retirée du programme de protection des témoins et placée en état d'arrestation parce que là, enfin, la police va la qualifier de meurtrière et non plus de témoin. Ils ont fini par examiner l'historique complet des appels téléphoniques entre Hugo et elle, ainsi que différentes images de caméras de surveillance dans les environs. Et là, ça montre que Denise avait participé activement au crime. Donc, le mobile de Denise, c'est simple. En fait, c'est déchirant et c'est horrible. En fait, elle a voulu faire ça depuis que les voisins avaient forcé à quitter l'appartement avec Hugo. Quand on l'a dit, en gros, elle a tellement un ego surdimensionné voilà. Comment osez-vous me dire ce que je dois faire? Voilà. Elle considère comme Amber, c'était vraiment fautif de tout ça. Parce que c'est elle qui avait sonné l'alerte en disant qu'elle vivait avec ce mec. Et donc, en gros, dans sa tête, elle se dit que si Amber est en vie, elle pourra jamais vivre avec l'homme qu'elle aime, Hugo. Mon Dieu, quelle idiote. Donc, en prison, elle est devenue la détenue la plus détestée. Et même sa propre co-détenue disait qu'elle allait lui rendre la vie impossible. En gros, on faisait tout son possible pour la rester réveillée pour qu'elle ne puisse jamais dormir. Toutes les menaces et les autres trucs va faire en sorte, que Denise sera placée en isolement après une tentative de lynchage. Ah ouais. Et j'en parlerai un peu plus tard. Et en gros, tout le monde est content de tout ça dans le public. Ils sont très contents. Denise et Hugo seront jugés ensemble le 26 octobre 2021 devant une cour pénale en vidéoconférence à cause du Covid. Okay. Denise va faire un truc super space. Elle va jouer la musique préférée d'Amber. Et au lieu de susciter un peu d'empathie, le tribunal et tous les proches vont considérer ça comme une provocation. Ah ouais, je trouve ça horrible. Voilà. Et donc, en fait, il y aura 54 témoins, 113 documents pertinents, 30 rapports d'experts, des preuves ADN, des rapports psychiatriques, tout ça. Et le 29 juillet, donc 2021, on remonte une année avant. Donc là, c'était le 26 octobre 2021. Mais en fait, on a les appels téléphoniques du 29 juillet 2020 où Amber a été appelé par Denise. Donc, il a appelé pour venir chercher l'argent. Donc, ce qui était surprenant. Et une fois qu'elle arrive, en fait, son frère, qui a juste 14 ans, qui était à l'école et qui, en fait, revient à la maison, ils veulent pas qu'il soit témoin du crime. Donc, en fait, Amber va arriver. Denise va refuser de sortir de la maison et dire, t'es obligé cette fois-ci de venir à l'intérieur de la maison. D'accord? Alors, j'ai un peu sauté des étapes. C'était pas clair. Amber arrive à la maison. Elle est forcée par rentrer pour avoir son argent. Et du coup, elle finit par être convaincue et va rentrer dans la maison où elle est immédiatement agressée par Denise et Hugo. Ouais. Qui va ensuite tout de suite violer Amber. Et c'est là où le frère arrive. Et là, en fait, ce plan, ils avaient un plan de faire beaucoup plus. Mais là, elle voit son fils par la fenêtre, Denise, et là, va se précipiter dehors pour lui empêcher de rentrer. D'accord. Mais lui, il avait besoin de faire pipi. Okay. Il va insister pour rentrer dans la maison. Et la mère va faire de toutes sortes, pour une espèce de comédie. Donc, pendant ce laps de temps, Hugo va soulever le corps de Denise pour rentrer dans une autre pièce. De Amber. Va rentrer Amber dans une autre pièce. Le frère de 14 ans va rentrer dans la maison, voit que les trucs sont un peu bizarres, mais c'est pas trop. Il entend des bruits hyper forts de l'autre pièce où il est en train d'assommer Amber. Il va faire pipi. Quand il sort, Hugo va lui dire, ah, mais c'est ma maman qui est passée et fait la cuisine dans l'autre pièce. Enfin, bref, le frère trouve tout ça bizarre, mais il finit par repartir parce que la mère lui dit, il faut absolument qu'on aille à l'ancien appart. Il y a eu effraction, donc on s'en va. Donc Denise part, mais ce qui n'était pas prévu avec son fils, pour pas que lui, il voit Amber dans la maison, et vont aller à l'autre appartement. Okay. D'accord? Et en fait, elle va aller à l'autre appartement, et elle va créer une excuse quelconque, et va laisser son fils seul dans cet appartement pour retourner avec Hugo. D'accord? Mais entre ce laps de temps, je me retrouve dans mon histoire. Elle va envoyer des SMS à Hugo.
quand elle n'est pas avec lui. Mhm. Elle va lui dire « Je suis plus calme maintenant, je t'aime, bisous. J'espère que tout se passe bien pour toi. À demain et bonne nuit, mon amour. » Et en fait, on pense elle lui souhaite bonne chance pour se débarrasser du corps de sa fille parce qu'elle sait ce qu'il allait faire. Okay. Et il y a aussi forcément 14 appels téléphoniques qu'ils ont échangés, mais on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Ouais. Voilà. Donc, Hugo et Denise ensemble vont retirer le salon du parquet. Ils vont creuser le trou tous les deux, vont jeter les glacières, etc. Ils vont utiliser, donc, ils vont repeindre et ils vont utiliser la cire de paraffine, comme je dis, ils avaient le reçu, pour empêcher les chiens de police de détecter l'odeur de décomposition. Ok. Donc, les voisins vont dire qu'ils ont entendu, en effet, des bruits d'outils comme perceuse et marteau, mais genre, tout de suite. Donc, on a l'impression qu'ils ont fait petit pas à pas pour justement ne pas faire trop de bruit et s'attirer de l'attention. Denise va envelopper le téléphone portable en bas dans du papier d'alu, va le brûler et le jeter dans un vide sanitaire. Et en fait, on va retrouver des empreintes digitales de Denise sur ce papier d'alu plus tard. Aussi, on va examiner les chaussures de Denise où on va trouver des traces de cire. Donc, du coup, on sait qu'elle était là pendant qu'il a été posé. Et voilà. Donc, retour au procès, les deux ont été reconnus coupables et le 7 décembre, ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 40 ans, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas être libérés avant que Hugo ait au moins 90 ans. Ils sont reconnus de meurtre, de viol, d'abus, voilà. Et malheureusement, pas que pour Ambar, parce que il s'avère que le frère d'Ambar est aussi victime. Il avait été abusé sexuellement pendant tout ce temps. Et donc, les deux sont également renvoyés en prison pour les crimes contre son frère. Mais pour sa protection, les détails spécifiques de son affaire ne seront jamais rendus publics. Voilà. Ils vont faire appel tous les deux et que dalle, lol, va te faire foutre. Donc, j'ai dit au début, on avait Juan, le premier beau-père qui l'a violé. Ensuite, on avait Manuel. Donc, pendant tout ce temps, Manuel, le deuxième petit ami de Denise, beau-père d'Ambar, etc., lui aussi est en train d'être enquêté par la police enquête sur lui parce qu'il est soupçonné d'avoir produit et possédé du matériel pédopornographique. C'est choquant. Et d'avoir commis des crimes sexuels entre 2016 et 2020. Donc, le 17 août 2020, il sera placé en état d'arrestation pendant que les enquêteurs fouillent son téléphone. Et forcément, ils trouvent beaucoup d'images inappropriées. Et particulièrement choquant, c'est de constater que 400 de ces photos sont de Ambar lorsqu'elle vivait chez lui. En plus de la photographier sous la douche, elle avait des photos prises sous ses jupes, dans ses robes. Le zoom de l'appareil était réglé sur ses parties intimes. Ambar n'a jamais découvert ces images. Le 15 décembre 2021, Manuel a été reconnu coupable par le tribunal pénal et sera condamné à 14 ans de prison le 27 décembre, donc pas longtemps après. Meurt. Ouais. Donc là, les autres membres de la famille d'Ambar, les amis, les diverses organisations de défense des droits des femmes se sont réjouis du verdict et même ça sera célébré dans les rues. Tu m'étonnes. Les familles de Veronica et Eugenio étaient forcément soulagées de savoir qu'il était de nouveau en prison. Hugo et Denise, quant à eux, ne se reverront probablement jamais, même s'ils sont incarcérés dans la même prison. En fait, elle a été transférée après cette tentative de lynchage dont j'avais parlé, qui lui a valu. Et je suis désolée, je suis contre la peine de mort, mais je dis ça avec un peu de gaieté, un peu de joie. Ce lynchage consistait à des lacérations du cuir chevelu, des échymoses des deux côtes de cou, une hématome orbitale, une lacération à l'œil droit, une blessure à la lèvre inférieure, une hématome dans la région lombaire dorsale et au cou de gauche. C'est parfait. Voilà. Parfait. Bah écoute, elle avait déjà été agressée autrefois, mais celle-là était plus brutale et pas plus chaud. C'est trop dur ce qui t'arrive. Voilà. Donc, visiblement le frère, alors j'ai pas plus de détails parce qu'encore une fois pas rendu public, mais visiblement il serait parti vivre dans la famille d'Ulysse, le père d'en bas, et qui le vit très bien et qu'il a une belle vie. Parce que c'est ce qu'on dit de lui. Alors là, de retour en prison 2024, donc on n'est pas très loin, je suis bientôt à la fin parce que je suis désolée, elle était très longue celle-là. C'est trop bien. En 2024, Hugo sera de nouveau interviewé par un journaliste. Et là, il est pris de sympathie et va avouer qu'il avait commis 2 autres meurtres.
Mhm. Il dit qu'il aurait rencontré une femme de 55 ans nommée Elena Hinojosa avec son fils Eduardo Paez, âgé de 27 ans. Et il avait rencontré Eduardo, son fils, en prison, et était resté avec lui ami. Et en fait, là, j'ai pas tous les détails parce que c'est une accusation en cours, hein. Mais en fait, après sa sortie de prison, il était avec Elena et Eduardo, ils se seraient disputés à propos d'argent et il les aurait tués tous les deux. Il va de nouveau enterrer leur corps sous sa propriété et continuer à vivre sa vie. Mhm. Et en fait, la police va retourner à son domicile pour la fouiller de nouveau. Et à 5 mètres de là où ils avaient retrouvé les restes d'en bas, Il retrouve. ils Donc, c'était pas du retrouvent fake. 2 squelettes humains. Donc, c'était pas du fake. C'était pas du fake. C'était pas pour se rendre intéressant. Non. Alors, Amber était juste sur le pied, mais comme ils n'avaient pas cette idée-là, Bien sûr, bien sûr. ils vont retrouver les restes d'Elena et d'Eduardo, qui ont forcément ne dégagent plus aucune odeur. Eh bien, en fait, comme c'était son tout premier meurtre, encore, le gars, il a un seul émo, quoi. Ouais. Il enterre les corps sous ses pieds, quoi. Il y en a qui disent quand quelque chose fonctionne, ne change pas. Hein. C'est ça. Donc, à date d'aujourd'hui, enfin, dans les recherches que Moondog avait faites, pas les miennes, hein, je le dis, on n'a pas encore identifié les corps, mais en fait, comme c'est exactement l'histoire qu'il avait racontée, exactement là où ils étaient, ils sont morts depuis plus de 30 ans, on est à peu près sûr que ça soit eux. Donc, il sera certainement de nouveau jugé, mais pas encore. Et donc, histoire à suivre comme d'habitude. Incroyable. Et voici l'histoire très triste d'Ambar Corneo Llanos. Très triste. Ouais, extrêmement triste. Vraiment, je pensais qu'on allait la retrouver. Bisous, au revoir. Non, pas du tout. C'est affreux. Elle avait même pas 15-16 ans à son Affreux. décès. Et c'est là où tu te dis, putain, mais tu vois, il y a tellement d'histoires qu'on voit où t'as les parents qui sont horribles. Là, c'est la mère en l'occurrence, mais ça peut être, voilà. Et qui mettent leurs enfants dans des situations, mais affreuses. Et t'as ces gamins qui sont dans qui vivent des choses à leur âge. Enfin, Ouais, moi, ça pas imaginer. On a le privilège d'une vie bien sympathique en comparaison. Non, c'est affreux. Voilà. Pauvre Ambar. Je pense pas que c'était l'épisode la plus joyeuse qu'on aurait jamais fait. Non, mais bon, écoute, il faut qu'on passe par là, hein, sinon ça s'appellerait du fun et du vin. Hein. Ouais, voilà, on n'est pas tout à fait là. En parlant du vin, j'ai bien aimé, je me suis resservie là, tu vois, J'ai vu que tu t'es resservi, alors que moi j'ai à peine bu parce que c'était t'as une parlé. histoire. Bah oui, voilà. C'est la prochaine fois. Alors que moi, je vais, voilà. D'accord, donc une note. Pour moi, c'est un bon, 3 sur 5. C'est un vin qui se boit facilement, il n'est pas majestueux, il n'est pas plus que ça. foufou, mais il se boit. Mais il se boit. Si on n'a pas mis un 1, hein, attention. Oui, non, quand même. Ça se bien. boit pas. 3, c'est bien. On n'est pas tombé sur un truc qui méritait un 2 ou un 1 pour l'instant. Ouais, non, on n'achète plus de vin comme ça. Non, c'était à l'époque, ça. Oh, ça, c'était avant, ça. À l'époque. Sur ce. Sur ça? Non. C'est bon, c'est bon, ça y est. Maintenant. Il m'a fallu 2 ans. OK. Ben, see you next week. See you soon. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.